Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Investir dans les dividendes. Où que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Ici, c'est votre communauté, c'est votre chaîne Investir dans les dividendes. Si vous venez de nous rejoindre pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et puis, pour tout le monde, si cette vidéo vous plaît, un maximum de likes, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire connaître encore plus ma chaîne et mon contenu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une action à dividende croissant. C'est une action qui honnêtement a pris une belle gamelle depuis un an, mais je crois dans son potentiel. Je pense que les craintes sont exagérées sur cette action et je pense que ça peut être une bonne action pour avoir des dividendes en croissance sur les années à venir. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, on va décortiquer l'entreprise Edenred. Edenred, c'est l'inventeur notamment du ticket restaurant. Elle est éligible au PEA, forcément, c'est une entreprise française, mais qui est présente dans le monde entier. On va voir ça dans un instant. Je vous ai mis le code ISIN pour pouvoir retrouver cette action très facilement et sans aucun doute chez votre courtier, ainsi que le code mnémonique. Sachez que cette action, elle a augmenté en 2025 au titre des résultats de 2024, son dividende de plus de 10%. Aujourd'hui, au cours actuel, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait un rendement de 4,6%. Après, si jamais ils arrivent à délivrer la croissance qu'ils ont prévu de délivrer sur 2025, en 2026, le dividende devrait croître à nouveau. J'espère au moins de 10% et donc au cours actuel, ça nous ferait pour l'année prochaine un rendement au moins de 5% pour ceux qui l'achètent aujourd'hui. Alors, Edenred, en bref, c'est quoi? Edenred, on les connaît par rapport au ticket restaurant, mais c'est avant tout maintenant une boîte, limite une boîte de tech en fait, qui est une plateforme donc digitale, Edenred, digitale de services et de paiement, qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. En fait, aujourd'hui, elle propose aux entreprises d'offrir des avantages aux salariés. Alors, tout ça, en tout cas en partie, est régi quand même dans différents pays par la loi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très diversifiée. Elle se diversifie de plus en plus. Aujourd'hui, elle est présente dans 45 pays. Elle a plus de 1 million de clients, donc c'est des entreprises qui sont clientes partout dans le monde, plus de 60 millions d'utilisateurs, donc en moyenne 60 utilisateurs par client, et ils ont plus de 2 millions de commerçants partenaires. Et donc ils proposent quoi? Donc les fameux tickets restaurants pour l'alimentation. Donc c'est des solutions de paiement fléchées, donc quand vous avez des tickets resto, vous êtes certainement nombreuses et nombreux qui écoutez cette vidéo à avoir des tickets restaurants, que ce soit Edenred ou un concurrent, et vous savez que vous pouvez le dépenser que dans des restaurants et également pour des achats d'alimentation dans les grandes surfaces. Donc l'alimentation, l'engagement des collaborateurs, vous avez peut-être dans votre entreprise de temps en temps des chèques cadeaux à gagner lors de challenges, et ça Edenred en propose. Des solutions de mobilité également, notamment pour les commerciaux qui ont des voitures de fonction ou alors pour des gens qui ont des voitures de service, des véhicules de service. Ça évite d'avancer donc le paiement du carburant, les recharges électriques, le péage, le parking, tout ça c'est compris sur une application et sur une carte qui sont donc proposées par les entreprises qui sont clientes d'Edenred. Et puis, il se développe également aussi sur les paiements professionnels. Regardons d'où vient Edenred, regardons ses origines. Et bien en fait, à la base, Edenred a été créé en 1962. Alors à l'époque, ça s'appelait pas Edenred, ça s'appelait Ticket Restaurant. Et oui, la fameuse marque qui est passée dans l'usage courant. Et donc la création par Monsieur Jacques Borel en 1962. En 1967, les tickets restaurants sont devenus un avantage aux salariés selon un décret gouvernemental. Et oui, c'est ce que je vous disais rapidement tout à l'heure et on va y revenir à plusieurs moments dans cette vidéo. Il y a une partie du business d'Edenred, alors maintenant c'est plus la majorité, mais une partie du business d'Edenred qui dépend de décisions politiques notamment, donc c'est là où le bas blesse, mais Edenred arrive pas mal à naviguer entre les différents écueils qu'il peut y avoir et s'en tire bien et se diversifie pour éviter d'avoir une trop grande part de son business qui est soumise à la réglementation. Bon, je vais pas tout vous faire, il y a eu de l'internationalisation à partir de 76. Ce qui est important, c'est en 83. En 83, la société est rachetée, intégrée au sein du groupe Accor. Voilà, donc le groupe Accor, donc les hôtels d'aujourd'hui. En 2000, c'est la création d'Accor Service. En 2010, ça devient Edenred, et d'ailleurs on va le voir juste après, mais en 2010 ça correspond aussi au spin-off, c'est-à-dire à la séparation vraiment d'Edenred du groupe Accor et à l'introduction en bourse. Je vous laisserai faire une pause sur cette slide si jamais vous voulez tout lire. Ce qui est intéressant, c'est que Edenred s'est bien développé en 2023. Edenred a rejoint l'indice CAC 40.
Et je vous en parlais juste avant, donc là vous voyez le communiqué à l'époque où Euronext c'était encore NYSE Euronext en 2010, en juillet 2010, Edenred s'est introduite sur la bourse de Paris, ce qui représentait d'ailleurs à l'époque la plus importante introduction en bourse sur NYSE Euronext en Europe depuis 2 ans. Elle s'est introduite au prix de 11,40 € par action. Si on regarde rapidement la structure de l'actionnariat au 31 décembre dernier, 31 décembre 2024, vous voyez qu'il y a énormément d'investisseurs institutionnels puisque ça représente 84,4% du capital. Il y a un peu d'autodétention et d'ailleurs on va en reparler parce qu'en fait Edenred a mis en place des programmes de rachat d'actions étant donné la baisse du cours de bourse et les actionnaires individuels possèdent un petit peu moins de 5% du capital de la société. Si on regarde maintenant au niveau de la répartition géographique, eh bien vous voyez que globalement, un actionnaire sur deux, en tout cas la moitié des actions plutôt, sont possédées par des Américains. Voilà, c'est les États-Unis en numéro 1 avec 48% du capital. Vous avez le Royaume-Uni avec 22% du capital. La France, c'est seulement 16% du capital et 14%, ça vient d'autres endroits dans le monde. Vous voyez, c'est un actionnariat majoritairement anglo-saxon. Je vous en parlais juste avant, Edenred rachète ses actions, a mis en place des programmes de rachat d'actions parce que le cours a bien baissé, donc ils jugent que c'est intéressant aujourd'hui et que c'est un créateur de valeur pour les actionnaires. Franchement, au cours actuel, je pense que ça peut créer beaucoup de valeur effectivement pour les actionnaires sur le moyen et long terme. Et donc, ce rachat d'actions, c'est dans le but de les annuler. Et là, on voit un communiqué de presse en date du 7 mai dernier qui annonce que Edenred a annulé 1 635 606 actions qui représentaient 0,68% du capital. Je suis très content qu'Edenred, ça fait partie de mes critères de choix d'ailleurs, qu'Edenred fasse du rachat d'actions et j'aimerais même qu'elle puisse accélérer parce qu'au cours actuel, je pense que c'est très intéressant. Un, pour créer de la valeur, pour qu'on ait de plus en plus de bénéfices par action, et deux, pour pouvoir faire croître encore plus vite le dividende par action dans les années à venir grâce à cette diminution du nombre d'actions. Puisqu'on parle du nombre d'actions, eh ben vous voyez, en date du 4 juillet dernier, il y a eu un communiqué qui est un communiqué mensuel sur la déclaration du nombre d'actions et de droits de vote. Donc à fin juin, il y avait un peu moins de 240 millions d'actions qui composaient le capital d'Edenred. Et donc ce chiffre-là a vocation normalement à continuer de baisser au fur et à mesure des plans de rachat d'actions. Le PDG d'Edenred, c'est important de savoir qui dirige l'entreprise, quelle est sa stratégie, on va en parler. C'est Bertrand Dumazy. Bertrand Dumazy, il est PDG d'Edenred depuis l'automne 2015. Voilà, donc ça fera bientôt 10 ans. Voilà, en automne, il fêtera ses 10 ans à la tête d'Edenred et honnêtement, il a mis en place des différents plans stratégiques depuis qu'il a repris Edenred qui ont permis de diversifier fortement Edenred, que ce soit au niveau géographique ou au niveau des solutions qui sont proposées par Edenred, histoire de répartir le risque et il a accéléré très fortement la digitalisation d'Edenred avec un effet très positif sur l'EBITDA, sur la marge nette, sur le free cash flow. Donc honnêtement, à date, Bertrand Dumazy a quand même un très très bon bilan, même s'il y a le bémol des derniers mois au niveau du cours de bourse, mais ça génère peut-être des opportunités d'achat. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé et donc je suis rentré sur Edenred il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le mois dernier. C'est donc une plateforme mondiale Edenred qui opère dans 45 pays. Je vous ai mis la répartition du chiffre d'affaires qui avait été communiqué par Edenred lors de la présentation du CA du premier trimestre 2025. Donc vous voyez que l'Europe pèse 60% du chiffre d'affaires opérationnel d'Edenred. Très légère croissance par rapport au terrain 2024. La zone Amérique latine, elle est très importante pour Edenred puisque ça représente 30% du CA et c'est une zone qui est très rentable. Alors il y a des petits problèmes au Brésil en ce moment, on va en reparler juste après, mais vous voyez que sur le premier trimestre, la croissance a continué à être très forte avec plus 16,3% et le reste du monde représente seulement à date 10% du chiffre d'affaires opérationnelles d'Edenred. Maintenant, pour vous montrer justement sur la map ce que ça représente au niveau des avantages aux salariés, Edenred, c'est tout simplement le numéro 1 mondial, en tout cas c'est ce qu'ils affirment, avec une présence dans 30 pays et 1,70 milliard d'euros de chiffre d'affaires opérationnel. Vous voyez, tous les pays qui ne sont pas en gris, eh bien, c'est les pays dans lesquels Edenred est présent avec ce système d'avantages aux salariés. Maintenant, en plus d'avantages aux salariés, je vous l'ai dit, il y a la mobilité. Donc là, c'est pareil. Vous avez donc les pays qui sont colorés, qui sont du coup là où Edenred est présente, avec une place de 3e acteur mondial, cette fois-ci revendiqué
par Edenred et donc une présence dans 33 pays. Et également tout ce qui est solutions complémentaires. Là, cette fois-ci, il y a une présence de 27 pays et un chiffre d'affaires beaucoup plus restreint. Mais ça veut dire qu'il y a du potentiel de développement, il y a du levier. Et là, vous voyez que Edenred est présente encore une fois en Europe, mais également en Amérique du Sud, en Inde et en Amérique du Nord, avec une présence au Canada et également aux États-Unis. Là, sur cette slide, on voit que malgré la très forte croissance d'Edenred au cours des dernières années, malgré le développement très fort dans plein de nouveaux pays avec plein de nouveaux services à proposer, eh bien le terrain de jeu, il reste immense. Il y a encore un potentiel de croissance qui est énorme devant Edenred, puisqu'ils vous ont mis la pénétration de marché. Donc là, vous voyez, c'est 30% au niveau d'avantages aux salariés, 35% pour la mobilité et 10% seulement pour les services de paiement professionnels. Vous voyez donc du coup les autres pourcentages qui est en gris, c'est le marché non pénétré. Et donc du coup, grâce au développement de nouveaux produits, de nouveaux services de la part d'Edenred, Edenred a réussi à élargir la taille des marchés qu'il adresse. Et donc il y a un potentiel de développement qui est encore immense. Ils ont largement de quoi faire pour continuer à créer de la valeur pour tout le monde. Maintenant, regardons un tout petit peu l'évolution sur les 10 dernières années, l'évolution d'Edenred depuis 2015, et vous allez voir justement le très bon travail qui a été effectué par Bertrand Dumazy. C'est pas pour rien si jamais c'est l'année 2015 qui a été prise comme année de référence dans ce document qui est partagé par Edenred. Vous voyez, le revenu total en 2015 d'Edenred, c'était 1,1 milliard d'euros. Et bien aujourd'hui, c'est quasiment 3 milliards d'euros. Donc un CA multiplié par 2,6 en 10 ans. Vous avez l'EBITDA qui a cru plus rapidement que le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un signal qui est très positif avec 3,3 fois de coef multiplicateur pour l'EBITDA. Le résultat net part du groupe, il a été multiplié par 2,9. Donc là encore, le résultat net a cru plus rapidement que le revenu total du groupe. Le free cash flow, je vous rappelle que c'est avec le free cash flow qu'on paye les dividendes et pas avec le résultat net. Donc là, c'est hyper important de regarder la croissance du free cash flow. Le free cash flow, il a été multiplié par 2,8, sachant que la masse salariale, dans le même temps, elle a été maîtrisée. Forcément, elle a grandi, ce qui est normal quand vous faites de la croissance. Mais quand vous avez un résultat net et un free cash flow multiplié entre 2,8 et 2,9, et dans le même temps, vous avez un nombre de salariés qui a été multiplié par moins de 2 avec fois 1,9%. Donc voilà, on est sur des critères qui sont importants. Et puis pour ceux qui ont la fibre écologique particulièrement, vous pouvez voir que le pourcentage de réduction en intensité GES a été également multiplié, et lui par 3,4. Donc on voit le très bon travail qui a été effectué par le PDG actuel, Bertrand Dumazy. Maintenant, je vous ai mis pourquoi je me suis intéressé à Edenred. Alors ça fait longtemps que je m'intéresse à Edenred. J'étais déjà rentré en 2015-2016 et puis après j'étais ressorti un peu tôt sur cette action. Pour le coup, j'avais fait l'erreur, ça faisait pas si longtemps que ça que j'investissais en bourse à l'époque, et donc j'avais fait cette erreur de revendre après une plus-value qui était somme toute modeste. Mais vous voyez l'évolution de la capitalisation boursière d'Edenred de 2010 à 2024. Donc là, vous voyez qu'il y a eu une grosse chute en 2024 avec 7,7 milliards de valorisation, donc en tout cas de capitalisation boursière versus 2023. Donc quasiment divisé par deux, une grosse chute, au moins de 40% en tout cas de baisse de capitalisation boursière d'Edenred. Et ça continue en 2025 avec la valorisation d'Edenred, je vous l'ai mis en date du 18 juillet 2025. Là, vous avez la capitalisation boursière qui à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, est de 6,23 milliards. Donc là, vous voyez que ça a encore baissé. Donc on se retrouve globalement sur une capi pour Edenred qui est entre la capi de 2017 et 2018, alors que le chiffre d'affaires, la marge, le free cash flow, le résultat net, tout ça, ça a explosé. On vient de le voir par rapport à cette période-là. Donc pour le coup, ça a attiré mon attention parce que ça faisait longtemps que je voulais re-rentrer sur Edenred, mais j'attendais ce que je juge être une opportunité de marché pour pouvoir rentrer plus bas. Forcément, la baisse de la capitalisation boursière, elle se reflète dans le cours de bourse, ce qui est tout à fait normal. C'est d'ailleurs parce que le cours de bourse baisse que la capitalisation boursière totale baisse. Et là, je vous ai mis un screenshot de zone bourse sur 12 à 18 mois. Eh bien, vous voyez que le plus haut, c'était quasiment 62 € qui ont été atteints. Et là, vous voyez la dégringolade mois après mois avec un plus bas qui a été tapé en dessous
là c'est des cours de clôture, mais c'est en dessous dans la journée des 19 et 20 juin de mémoire, en dessous des 24 euros. C'est d'ailleurs là où je l'ai ramassé. Et là, elle a un peu rebondi, elle rebaisse aux alentours des 26 euros. Donc là, on est à 26, 24. Et vous voyez l'évolution du PER, donc du Price Earning Ratio. Eh bien, alors là, il y avait sûrement de la survalorisation. À un moment donné, la croissance était pricée trop cher. Mais vous voyez, on est sur une moyenne sur 5 ans de 37,2 fois, ce qui est hors de prix. Alors, c'est toujours pareil. Il y en a qui disent, ouais, c'est hors de prix, mais il y a de la croissance derrière. Oui, mais vous voyez que quand il y a quelques interrogations, et ben forcément, des fois, on se rend compte que dans le passé, on a un peu trop chèrement valorisé cette croissance future. Donc moi, vous savez que j'essaye de ne pas acheter trop cher des actions. Après, j'accepte de payer plus cher des actions qui ont un potentiel de croissance selon moi. Là, on voit qu'on est entre 20 fois et 10 fois le profit attendu pour 2024. Et vous voyez, les projections S&P Global Market Intelligence, on voit qu'au niveau du PER, on serait à peu près à 10 fois, voire moins de 10 fois les résultats de l'année 2027. D'où l'opportunité que j'ai vue sur Edenred. Alors pourquoi le cours de bourse a baissé? Eh bien, c'est principalement parce qu'il y a un triple risque réglementaire. Je vous ai mis les drapeaux des pays principaux qui sont concernés: la France, l'Italie et également le Brésil. Alors, l'Italie, le risque réglementaire, là, il est réglé. Il est réglé, il y a eu un impact d'ailleurs, mais en tout cas, au moins, il n'y a plus d'incertitude. La France, il reste encore de l'incertitude, même s'il y a eu des annonces qui ont été faites. Et au Brésil, qui est un pays très important pour Edenred, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des incertitudes qui sont importantes. Donc voilà, c'est sûr qu'une action ne chute pas sans raison. Donc je ne vous dis pas que Edenred, c'est forcément un call gagnant et qu'on va forcément faire de l'argent avec Edenred. Il y a une part de risque. Moi, ce risque, je l'assume, et je vais vous expliquer pourquoi je prends le risque de rentrer sur Edenred. Déjà, je vous ai mis un article qui date d'octobre 2024, qui a été édité par Le Revenu. Vous voyez, il titrait le fait que Edenred est confronté à un risque réglementaire en Italie. Et donc ça a fait baisser l'action Edenred à l'époque de 14% à la bourse de Paris. Ça pourrait coûter, d'après cet article et d'après l'article de BFM Bourse, 60 millions d'euros d'EBITDA. Donc en fait, l'idée, c'était que l'Italie voulait abaisser le système de commission, le pourcentage de commission d'Edenred que Edenred prend sur les restaurateurs. Et donc, l'Italie voulait caper ce pourcentage de commission. Et donc, Edenred, à l'époque, avait estimé que si cet amendement donc politique était adopté, l'impact sur l'EBITDA se chiffrait à 60 millions d'euros en 2025. Donc, c'est pas neutre, avec une entrée en vigueur de la mesure le 1er juillet donc de cette année, et 120 millions en année pleine. Donc, vous voyez, effectivement, les risques réglementaires, ils sont présents et ce n'est pas des petits impacts. Il n'empêche que malgré ça, Edenred avait annoncé, du coup, si jamais cet amendement était adopté, être en mesure d'accroître son EBITDA de 10% en 2025, malgré cet impact négatif de 60 millions d'euros. Et si jamais il n'y avait pas d'amendement, si l'amendement était rejeté, eh bien la société aurait maintenu son objectif de croissance de l'EBITDA de 12%. Donc un impact quand même de 2% sur la croissance de l'EBITDA, un impact négatif. Et il se trouve qu'effectivement, ça a été voté. Donc voilà, donc cet impact-là, il est bien présent. Et donc, on sait qu'il y a un impact de 60 millions d'euros sur l'EBITDA en 2025, 120 en 2026. Mais il n'empêche, même avec cet impact-là, Edenred, on n'est pas en train de se dire qu'Edenred va avoir une baisse dans son EBITDA. Non, il y aura une croissance, mais une croissance qui sera un peu moins forte que celle qui était attendue. Mais en tout cas, ce risque italien, il est écarté puisque l'amendement et la loi est passée, a été voté. Donc normalement, on est un peu tranquille pour quelques années, sauf surprise de dernière minute, mais normalement c'est bon, c'est sur les rails et ils vont pas faire des lois sur les tickets resto tous les 4 matins en Italie. Au niveau du Brésil, cette fois-ci là c'était le 25 avril 2025, il y a eu des rumeurs de presse sur le fait que les autorités brésiliennes songeraient carrément à se passer des tickets restaurants, des sociétés, en tout cas des intermédiaires comme Edenred au niveau des tickets restaurants, et favoriseraient le système Pix, qui est un système qui a été mis en place par la Banque centrale du Brésil. Je crois que c'était pendant les années Covid, je ne suis pas sûr de ça, mais en tout cas ça a été mis en place et c'est géré par la Banque centrale du Brésil. Et ce système, il est extrêmement populaire. Il y a énormément de Brésiliens qui ont cette application et ce système Pix. Voilà, donc forcément, sur un pays aussi important que le Brésil pour Edenred, il y a eu une grosse gamelle des cours de bourse que vous voyez quand on regarde l'article, vers 13h, le 25 avril, l'action Edenred décrochait de 13%, et celle de Pluxee, qui est le concurrent d'Edenred,
c'est un spin-off de Sodexo, Pluxee, et bah elle baissait de 8,3%. Pluxee, c'est un concurrent, mais c'est un concurrent qui est plus petit qu'Edenred. Alors ça, c'était les craintes le 25 avril, et vous voyez que le 30 avril, il y a eu un rebond, pas aussi fort que la chute qu'il y a pu avoir, mais il y a eu un rebond des actions Edenred et Pluxee. Pourquoi ? Puisqu'en fait, il y a d'autres rumeurs qui ont dit quelques jours après, finalement, la réforme en cours au Brésil, en tout cas la volonté potentielle de réforme sur les tickets restaurants n'irait peut-être pas à son terme. Et pourquoi cette réforme n'irait pas à son terme ? Parce qu'en fait, vous avez une levée de bouclier de la part notamment des restaurateurs qui aiment bien ce système de tickets resto. Parce que le problème du système Pix, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas flécher cet argent directement vers les restaurants, c'est-à-dire contraindre les utilisateurs à n'utiliser cet argent que pour aller au restaurant. Et donc, le problème, c'est que si vous versez de l'argent donc sur cette application, sur le système Pix, en fait, les Brésiliens, demain, et cet argent-là, au lieu de le dépenser au resto, ils pourront très bien acheter, j'en sais rien, pourquoi pas des jeux vidéo, des tickets de loterie, ils pourront acheter ce qu'ils veulent avec cet argent parce qu'il n'y a pas de contrainte et le système Pix, aujourd'hui, au moment où je vous parle, n'est pas capable de flécher cet argent et de contraindre technologiquement l'utilisation de cet argent. Et donc, c'est pour ça que normalement, au Brésil, il y aura peut-être quand même un plafonnement des frais, des commissions, comme en Italie. Donc, il y aura un impact sur l'EBITDA si jamais cette solution est choisie. Mais entre avoir un plafonnement des frais et perdre 100% du marché au profit d'un système qui est géré par la Banque centrale du Brésil, forcément, c'est moins grave quand même pour Edenred. Maintenant, il y a quand même cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et tant qu'on n'y verra pas plus clair au niveau de la réglementation, ça va peser sur le cours de bourse d'Edenred. Et puis, si jamais il y avait une très très mauvaise nouvelle au niveau du Brésil, là, le cours de bourse d'Edenred, honnêtement, il continuerait vraisemblablement sa chute. Ça pourrait faire très très mal. Donc voilà, Edenred, c'est pas un long fleuve tranquille actuellement par rapport à tous ces risques réglementaires. En sachant que pour vous donner un tout petit peu plus de détails, vous avez le ministre du Travail, Luis Marinho, qui a semblé rejeter l'alternative basée sur Pix. Donc c'est pas rien, c'est quand même le ministre du Travail du gouvernement de Lula. Il dit: le programme doit être préservé, de nombreuses idées ont émergé et certaines auraient essentiellement détruit le programme. Elles ont donc été complètement écarté. Donc voilà, on parle de plus en plus de plafonner les frais qui sont facturés aux commerçants pour chaque transaction. Vous voyez, les estimations du gouvernement consultées par Reuters montrent que les restaurants paient environ 8% de plus sur les ventes réalisées avec les chèques repas qu'avec des cartes de crédit. Donc effectivement, peut-être que le plafonnement, peut-être que ça demain ça va être divisé par 2. Donc si c'est ça, il y aura un impact sur les l'EBITDA et sur la marge d'Edenred, mais ce sera moins grave que si jamais le système est complètement abandonné. Au niveau de la France, il y a aussi un point d'interrogation puisqu'il y a des volontés de réforme. Ça fait 2 ans déjà qu'il y a des réformes qui auraient dû être faites, mais avec les changements successifs de gouvernement, vous avez de l'attente. Et donc, l'attente, c'est pas bon pour la bourse. La bourse n'aime pas être dans l'attente, ne pas avoir de visibilité. Bon, maintenant, il y a une réforme qui a été présentée, qui n'est pas encore votée. Et honnêtement, ça préserve quand même vachement bien les intérêts des émetteurs de titres restaurants. Et donc, au niveau d'Edenred, c'est une réforme qui a été jugée positive. Il y a eu un bon rebond de l'action quand cette news est sortie. Maintenant, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les mois à venir. Si jamais il y a une censure du gouvernement Bayrou et que la loi n'est pas votée entre-temps, peut-être que ça peut rebattre complètement les cartes en fonction de la nouvelle majorité qui pourrait y avoir. Donc, il y a quand même encore un risque au niveau du marché français. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Edenred répond auprès de ses actionnaires à ces problématiques-là. Ils savent que c'est un sujet. Donc là, je vous ai mis quelques extraits de leur présentation lors de l'Assemblée générale. Donc, la réglementation du titre restaurant. Eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus que, entre guillemets, 43% du marché qui est régulé. Donc ça veut dire que plus de la moitié du marché n'est pas régulé. Et ils essayent de réduire cette part au fur et à mesure des années. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est que le titre restaurant repose sur un environnement réglementaire qui, selon Edenred, est structurellement favorable parce qu'il y a un plébiscite de la part des employés. C'est essentiel aussi pour générer du chiffre d'affaires. C'est vrai que quand vous discutez avec des restaurateurs, ils râlent un peu sur les commissions que prennent les émetteurs de titres restaurants. Mais en même temps, ça leur assure une manne et ça permet de flécher cet argent pour leur assurer plus de clients, remplir plus de tables. Donc désolé, s'il y a des restaurateurs qui m'écoutent, je sais que forcément vous préféreriez qu'il n'y ait pas ces frais-là, mais il n'empêche que ça permet à pas mal de salariés de bien se nourrir et de fréquenter vos établissements
Et derrière, bah forcément, ça a aussi un coût pour ce service, même si encore une fois, je comprends, hein, moi aussi, hein, plus je peux avoir des coûts qui sont faibles, mieux je me porte. C'est avantageux pour les employeurs puisque ça permet de motiver les salariés et ça permet aussi, comme il y a des systèmes incitatifs au niveau fiscaux, et bah de payer moins que si jamais c'était de l'argent qui versait directement en plus sur les salaires de leurs salariés. Et puis Edenred met en avant un système qui est bénéfique pour les pouvoirs publics parce que d'après Edenred, il y a 845 millions d'euros de bénéfices nets pour les autorités publiques malgré les exonérations fiscales qui sont filées aux entreprises, donc qui sont clientes d'Edenred. Malgré cela, eux, ils estiment qu'il y a quasiment donc 1 milliard de bénéfices nets pour l'économie et 76 000 emplois directs soutenus par l'activité du titre restaurant en France. Voilà, donc c'est ce que Edenred met en avant, en terminant par le fait que la régulation, selon eux, a historiquement permis plus d'effets positifs que négatifs dans la croissance continue du marché meal and food. Et vous voyez, le volume d'affaires de repas et alimentation ne fait que croître. Alors, il y a eu le gros creux de 2020, ce qui est normal avec le Covid, mais ça n'arrête pas d'augmenter. Vous voyez, on est sur une pente qui est régulière, hormis ce creux-là, mais qui a bien rattrapé avec une forte dynamique depuis 2021. Et ils projettent que ça puisse continuer comme ça. En tout cas, le marché a doublé de taille en seulement 10 ans. Et dans cette slide, il y a 2-3 informations intéressantes avec une illustration de changements réglementaires des dernières années. Par exemple, un des leviers de création de valeur, c'est l'augmentation de la valeur faciale maximale dans 10 pays en 2024 et déjà 8 en 2025. Donc si jamais vous augmentez le montant maximum au niveau des tickets restaurants, bah forcément, vous avez des entreprises qui vont saisir cette opportunité. Donc plus de volume d'affaires à gérer par Edenred, donc les commissions plus importantes. La digitalisation complète. Vous savez qu'avant, les tickets restaurants étaient envoyés. On a même quelques-uns encore qui sont comme ça, qui sont envoyés par lettre, par recommandé, des tickets papier. Là, pour le coup, il y a une digitalisation complète des titres restaurants en Belgique, en Bulgarie et les discussions en France. Et d'ailleurs, dans le projet de loi, dans le nouveau projet de loi, ce serait une digitalisation à 100%. Donc, l'arrêt total des derniers tickets resto en papier. Donc ça génère plus de marge pour l'émetteur, pour Edenred, parce qu'au lieu de payer pour envoyer des recommandés, eh bien, tout se passe sur l'application Edenred. Donc, c'est chargé de manière numérique, donc c'est bon pour la marge. Et puis, ils mettent en avant que la mise en place d'un plafond de 5% pour les marchands dans le secteur privé en Italie, ça initie un rééquilibrage des revenus amont et aval. Ça veut dire sûrement que Edenred va essayer de compenser au fur et à mesure des années ce plafonnement en faisant payer un peu plus cher les entreprises clientes, histoire d'avoir à terme le même revenu que ce qu'ils avaient auparavant, mais juste les restaurateurs payent moins que ce qu'ils payaient auparavant. Donc ça, c'était les principaux warnings qui sont encore présents pour certains, vous l'avez bien compris. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi dans votre réflexion si jamais l'action Edenred vous intéresse, en sachant que, alors il y a un autre warning, mais ça c'est un warning structurel, mais je tenais à le mettre en avant puisque je sais que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est très important et pour moi aussi d'ailleurs, on parle des capitaux propres de l'entreprise. Les capitaux propres sont historiquement négatif chez Edenred. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais il y a une bonne explication, c'est qu'au niveau du spin-off, au moment du spin-off d'Accor en 2010, Accor, au niveau des jeux d'écriture comptable, la comptabilisation des actifs, a chargé la barque côté Edenred. Donc historiquement, Edenred s'est toujours traîné des capitaux propres négatifs. Donc ça, c'est pas génial, mais ça s'explique et au fur et à mesure du temps, déjà, ça n'a pas empêché Edenred de faire de la belle croissance, de se développer et de créer de la valeur pour tout le monde. Et au fil du temps, petit à petit, les capitaux propres devraient arriver à l'équilibre et puis même à passer en positif. Mais je tenais quand même à le signaler, même si pour moi, c'est pas un gros problème ici parce que ça s'explique parfaitement. Si on zoome sur l'évolution du compte de résultat d'Edenred depuis 2020 et les projections également de S&P Global Market Intelligence, ça c'est des datas qui sont mises à dispo via Zone Bourse, il y a des choses qui sont intéressantes quand même à voir. Vous voyez la marge d'exploitation qui est là, a bien progressé depuis 2020. Alors c'est une année atypique, mais en tout cas a bien progressé et est sur une tendance structurelle de long terme à la hausse. Vous avez également la marge nette. Alors la marge nette qui est aux alentours de 20%, qui avait chuté en 2023 de manière momentanée. Et là vous voyez au niveau de la courbe, si on prolonge le trait, on est aux alentours de 20% de marge nette, donc ce qui est très positif. Vous avez le résultat net également qui est sur une tendance croissante de long terme. Donc ça c'est extrêmement positif au niveau d'Edenred. Et si on regarde là un peu plus en détail au niveau de l'EBITDA, du REX, également des intérêts qui sont payés, du résultat net, qu'est-ce qu'on voit ?
On voit donc cette fameuse croissance du chiffre d'affaires qui est réelle jusqu'en 2024 et qui est projetée à partir de 2025. Ce sont des données estimées, je vous le rappelle. L'EBITDA qui est en croissance régulière et qui dans les projections devrait continuer si jamais elle s'avère juste à progresser. Par contre, au niveau des intérêts, c'est-à-dire que Edenred était très faiblement endetté. Maintenant, il y a eu des gros achats qui ont été faits notamment en 2023. On va en parler, c'est une société anglaise qui a été rachetée. Du coup, il y a de plus en plus d'intérêts qui sont payés. Maintenant, attention, le point positif, c'est qu'Edenred a un gros free cash flow, donc ils vont pouvoir se désendetter assez rapidement. Et au niveau du résultat net, vous voyez qu'une croissance est toujours prévue et que globalement, on est sur une pente ascendante. Alors, comment Edenred a réussi à être sur une trajectoire aussi positive depuis quelques années et devrait continuer à la maintenir sauf gros problèmes réglementaires? Eh bien, il y a notamment des plans d'action qui ont été mis en place qui sont smart, qui ont bien fonctionné. Il y a notamment le plan d'action Beyond. Vous voyez, le plan d'action Beyond s'arrête cette année. C'était de 2022 à 2025. Et d'ailleurs, en fin d'année, il y aura une journée investisseurs qui va permettre de présenter le nouveau plan stratégique à 2030 d'Edenred. Vous voyez, depuis 2021, la croissance du chiffre d'affaires d'Edenred a été très forte avec plus 20% de taux de croissance moyen puisque ce CA est passé de 1,6 milliard à 2,9. Alors, il n'y a pas eu que de la croissance organique, il y avait aussi des rachats, mais n'empêche que la croissance est bel et bien là. Et au niveau de l'EBITDA, eh bien ça suit la courbe du chiffre d'affaires. On voit que la croissance de l'EBITDA en plus était supérieure à l'objectif annuel du plan Beyond. Le plan Beyond prévoyait, c'est noté ici, une croissance de plus de 12%, supérieure à 12% par an, et on voit que la croissance a été 2 fois plus importante de 2021 à 2024 avec un EBITDA qui est passé de 700 millions d'euros à 1,27 milliard d'euros. Ça se traduit également au niveau du free cash flow avec 2,5 milliards de free cash flow cumulés entre 2022 et 2024. Comment ils ont dépensé cet argent sur 2022-2024? Eh bien, il y a quand même eu 1,8 milliard d'euros d'investis en acquisition. Donc, vous voyez que Edenred, il y a de la croissance organique, mais il y a aussi de l'acquisition pour pouvoir accélérer sur les marchés, pour pouvoir pénétrer des nouveaux marchés, pour pouvoir proposer des solutions, des nouvelles solutions à leurs clients existants, qui sont clients par exemple Ticket Resto, mais pas sur le reste. Et bien, en ayant des nouvelles solutions, ça permet d'augmenter son CA moyen par client en couvrant les besoins des clients sur d'autres services. Vous avez 800 millions d'euros qui ont été payés versés pour les dividendes et il y a eu 300 millions d'euros de rachat d'actions. Donc il y a eu une augmentation du retour aux actionnaires. Ça me plaît. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est en croissance, qui investit fortement, mais qui en même temps a assez de free cash flow pour pouvoir augmenter son retour aux actionnaires. Vous menez les deux de front, eh bien ça donne un petit cocktail assez sympathique. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que Edenred a un profil qui est quand même renforcé. Alors là, j'ai bien aimé, c'est une slide qu'ils ont mise à dispo. Je trouve ça bien parce que, vous voyez, Uber Eats, tout le monde connaît. Moi, perso, je suis un gros utilisateur d'Uber Eats. Et Uber Eats, c'est mondial. Et nous, on est le petit Frenchie, on a Edenred. Et on se dit, bah tiens, qu'est-ce que ça donne Edenred par rapport à Uber Eats? Alors déjà, vous voyez Edenred par rapport à Edenred, entre 2016 et 2024, il y a une base d'utilisateurs qui a cru fortement, un nombre de clients qui a progressé de plus 33% de 750 000 à 1 million de clients, et un volume d'affaires qui a plus que doublé en passant de 20 milliards d'euros à 45 milliards d'euros sur le volume d'affaires géré. Et bien, si on compare 2024 par rapport à Uber Eats, eh bien, vous voyez que Uber Eats, qui est quand même un mastodonte, a à peu près 90 millions d'utilisateurs versus 60 millions pour Edenred. Au niveau des marchands qui sont partenaires, 2 millions pour Edenred, un peu plus d'1 million pour Uber Eats. Donc là, Edenred est devant. Et sur le volume d'affaires, on n'a pas à rougir non plus. Donc c'est vrai que moi, cette slide-là, elle a eu un impact assez important pour moi parce que je me suis dit, ah ouais, je savais qu'Edenred c'était fat, je savais que c'était une belle entreprise, mais c'est vrai que quand on compare avec Uber Eats, honnêtement, c'est des chiffres qui sont hyper intéressants. Edenred a donc une base de clients très large avec un gros volume d'affaires et en plus ils continuent leur diversification. Vous voyez, un des leviers de leur stratégie Beyond, c'était d'aller au-delà de leur socle historique et d'arriver à vendre toujours plus de services derrière leur métier historique. Donc là, l'idée c'est de proposer toujours plus de services qui vont plus loin que juste repas et alimentation. Et donc vous voyez qu'en 2021, les repas et alimentation représentaient les
les 3/4 du chiffre d'affaires opérationnel d'Edenred sur la partie avantage aux salariés. Et là, on est passé à 66% et donc le Beyond est passé de 26 à 34%, donc d'un quart à un tiers. Donc ça, c'est extrêmement important comme stratégie. Ça permet de bien diversifier les sources de revenus. Même chose au niveau de la mobilité où c'est passé de 27 à 32%. Voilà, en dehors des cartes carburant, il y a d'autres business qui développent dans la mobilité et ça croît de manière assez vite. Donc ce qui est bien, c'est que repas et alimentation, ça continue à croître, c'est-à-dire que c'est pas 66% parce que ça baisse. Non, ça augmente, mais le Beyond augmente encore plus rapidement que le socle repas et alimentation, et c'est la même chose côté carte carburant. C'est important aussi de voir, quand je vous disais qu'Edenred était une entreprise de tech, là on le voit au niveau de la plateforme digitale, ils l'ont renforcé grâce à ce plan stratégique Beyond. Vous voyez, ils ont 500 experts produits, ils ont 250 experts en data. Et bien entendu, tous ces investissements qu'ils font, c'est pour fluidifier, c'est également pour optimiser les coûts. Vous voyez, il y a eu 22% de baisse du coût par transaction en 2024 par rapport à 2021. Donc, grosse optimisation. Ça, c'est tout de suite de la marge en plus. Et puis, bien entendu, quand vous gérez autant de cash, c'est très important d'être au taquet sur la sécurité et d'être bien en conformité. Et donc, vous voyez, il y a eu 80% de diminution des fraudes entre 2023 et 2024. Donc, beaucoup d'efforts qui ont été portés sur cette plateforme digitale d'Edenred. Quel est l'objectif d'Edenred à 2030 Vous le voyez sous vos yeux, Edenred vise d'atteindre 5 milliards de revenus d'ici à 2030. Donc de passer de 2,9 milliards à 5 milliards, donc toujours une forte stratégie de croissance. Alors ce sera fait selon moi en croissance organique, plus acquisition bien entendu, mais en tout cas vous voyez que même si la pente elle est un peu moins élevée ici que sur les années 2021 à 2024, on sera quand même sur de la croissance qui sera intéressante. Donc voilà, grosse trajectoire de croissance des revenus attendus entre 2024 et 2030. Il faut savoir que Edenred essaye de plus en plus d'avoir des revenus récurrents. Ça, c'est important pour la valorisation d'une boîte, pour la soutenabilité de la croissance de son chiffre d'affaires, pour être serein également. Plus vous avez de repeat au niveau du chiffre d'affaires qui tombe tout le temps, mieux c'est. Quand ça se passe au niveau du modèle de revenus, donc ils mettent en avant le fait que c'est de plus en plus récurrent. Vous avez des revenus d'implémentation, c'était 6% au niveau du chiffre d'affaires opérationnel de 2024. Et ce qu'ils mettent en avant particulièrement, c'est les revenus d'abonnement à la plateforme, qui représente 16% quand même du chiffre d'affaires total 2024 et surtout qui est en croissance de plus 16% en organique en 2024 versus 2023. Donc vous voyez, quand vous voulez décomposer comment ça se passe au niveau du chiffre d'affaires opérationnel d'Edenred, c'est les revenus d'implémentation plus les revenus d'abonnement d'accès donc à la plateforme, plus après l'utilisation directement sur la plateforme, c'est-à-dire le volume d'affaires multiplié par le nombre d'utilisateurs et donc vous avez le chiffre d'affaires opérationnel qui a été en croissance de plus 11% en 2024 versus 2023. Et puis toujours les deux leviers de croissance dont je vous parlais rapidement tout à l'heure, là c'est un tout petit peu plus détaillé. Comment ils continuent à croître De l'acquisition de clients, c'est des marchés encore une fois qui sont sous-pénétrés. Par exemple, vous voyez, il y a seulement 27% des salariés en France qui ont accès au ticket restaurant. Donc c'est un truc de dingue. Vous avez donc 73% qui n'ont pas encore accès. Donc le gouvernement essaye avec sa nouvelle loi de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui ont envie de donner des tickets restaurants pour leurs salariés. Donc il y a des potentiels de croissance qui sont importants. Donc ça, c'est l'acquisition de clients. Ils mettent en avant le fait que c'est un faible coût d'acquisition. Donc ça contribue aux 2/3 de la croissance. Vous voyez, quelques-uns des nouveaux clients qu'ils ont chopés en 2024. Juste Ferrero, Stellantis, Bouygues, AXA ou encore Audi. Donc juste des mastodontes. Et puis beaucoup de nouveaux clients PME, plus de 650 000. Et puis bien entendu, une fois que vous avez des clients, l'idée c'est de leur vendre plus de solutions. Vous voyez, il y a 1,5 solutions par client. Étant donné le nombre de solutions qu'Edenred a, il y a encore du levier pour faire croître le nombre de solutions qu'ils arrivent à caser chez des clients. Donc ça représente 1/3 de la croissance du chiffre d'affaires opérationnel en 2024. Et puis en dehors de la vente en direct, il passe aussi des partenariats. Alors ça c'est pareil, je ne vais pas vous en faire une plombe là-dessus, mais globalement, il passe des partenariats avec par exemple Mercer en Espagne et également au Brésil, donc sur le marché qui est très important, en tout cas en Amérique latine, avec New, qui est une néobanque brésilienne pour la distribution B2C. Donc voilà, ils passent des partenariats qui les aident à croître plus vite et à pénétrer plus vite certains marchés pour certains produits. En plus des partenariats, Edenred arrive à croître grâce
à des acquisitions qui permettent de renforcer ses positions de leader et puis surtout d'élargir ses marchés adressables. Et je vous parlais tout à l'heure du fait que la dette d'Edenred avait fortement augmenté en 2023 suite à l'acquisition d'une boîte. Et c'est cette boîte-là, c'est Reward Gateway. Ils ont fait une OPA en fait dessus, hein, c'est une boîte cotée et donc ils l'ont racheté. C'est dans les avantages aux salariés, dans les récompenses. Donc Reward Gateway a permis tout de suite d'augmenter la taille du marché adressable, d'aller dans des nouveaux pays et également de construire une offre un peu plus 360 degrés avec les autres solutions que propose Edenred. Bref, je ne vais pas tout vous décrire les rachats. Si jamais ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez faire une pause et lire les différentes slides. Mais vous voyez, par exemple, ici, je vais vous en parler rapidement. Ils sont aussi présents au Brésil sur le marché du transport de salariés. Ils ont racheté une boîte pour pouvoir renforcer leur position de leader. Donc, il y a plein de choses. Hein. Il n'y a pas que du ticket resto. Il y a plein de choses qu'ils font Edenred. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces acquisitions ont permis de générer environ 215 millions d'euros de revenus additionnels annuels grâce aux acquisitions juste de 2023 et 2024. Donc ça, c'est très intéressant. Et 85% de ces revenus additionnels ne sont pas réglementés. Quand je vous disais que la stratégie d'Edenred, c'était aussi de se rendre moins dépendant des marchés réglementés, eh bien, on le voit à travers leurs acquisitions. En 2024, Edenred a réalisé une bonne performance avec les revenus totaux en croissance organique de plus 12,4%, un EBITDA qui a réussi à croître de plus 19%. Donc ça, c'est une très belle performance. La conversion de l'EBITDA en free cash flow, on est sur 70%, donc c'est un très bon niveau. Et le bénéfice par action, lui, a augmenté encore plus rapidement que les revenus, encore plus rapidement que l'EBITDA, plus 21,1%. La dette, je vous en parlais, donc il y a un ratio endettement qui est sous contrôle. Par contre, effectivement, l'endettement, il a augmenté parce qu'il y a eu tous les rachats dont on vient de parler. Il y a aussi pas mal de free cash flow qui sont quand même utilisés pour rémunérer les actionnaires, donc avec les dividendes et les rachats d'actions. Et donc c'est sûr que ce cash-là, s'il n'y avait pas de dividendes, s'il n'y avait pas de rachat d'actions, ce cash-là, il aurait été directement utilisé pour financer des acquisitions. Et donc l'endettement aurait quasiment pas augmenté. Maintenant, ils estiment, et c'est vrai que là, quand on voit le ratio, c'est quand même très correct, hein, c'est 1,4 fois en dette nette versus EBITDA. Ils estiment que ça, c'est tout à fait tenable, qu'ils peuvent continuer à faire des acquisitions grâce au free cash flow qui est important, grâce au levier qui est maîtrisé, et en même temps continuer à rémunérer les actionnaires avec un dividende en croissance et des rachats d'actions qui sont opportunistes. Donc l'endettement a augmenté de 706 millions d'euros, mais vous voyez, il y a 224 dans ces 706 qui sont des effets de change à fin décembre 2024. Donc c'est quand même à relativiser par rapport à ça. Au niveau de l'allocation du capital, vous voyez sur les dividendes, le dividende par action qui a été versé, là c'est marqué proposé, mais c'est normal parce que l'Assemblée Générale n'avait pas encore eu lieu et donc le vote n'avait pas encore eu lieu. Donc le dividende versé en 2025 au titre de 2024, ça a déjà été versé et de 1,21€ en progression de plus 10% par rapport à 2023. Vous voyez, depuis 2020, alors il avait été abaissé en 2020, mais depuis 2020, vous voyez, vous avez une croissance qui est constante du dividende. Après, on va voir un peu plus d'historique du dividende et ça, globalement, il y a une tendance à la hausse depuis le début, depuis l'entrée en bourse d'Edenred en 2010, mais il y a quand même eu des moments où le dividende a moins cru, a baissé un petit peu. Donc voilà, on va regarder, mais il y a quelque chose d'intéressant quand même. Donc au niveau de l'allocation du capital, le but c'est de financer la croissance organique, c'est de faire des acquisitions et d'augmenter le retour aux actionnaires. Et vous voyez, ils ont notamment étendu le programme de rachat d'actions existant pour un montant supplémentaire pouvant atteindre 300 millions d'euros pour les 3 prochaines années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir racheter au cours actuel entre 3 et 5% du capital en fonction de la fluctuation du cours avec ce montant-là. Et bien entendu, ce qu'ils veulent, c'est quand même maintenir un bilan solide avec une notation. Et je vous rappelle que la notation, ça permet notamment de définir quels sont les taux que vous allez pouvoir avoir. Plus vous êtes noté bon élève, plus les gens sont prêts à vous prêter à un taux moindre et donc ils veulent maintenir le Strong Investment Grade. On a parlé de la perf rapide en 2024. Regardons le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025, alors que les résultats semestriels vont pas tarder à être publiés. C'est une histoire de jours. Ce sera le 23 juillet. Donc la croissance du premier trimestre a été en ligne avec les attentes, un peu plus faible que la croissance de l'année 2024, mais c'est ce qu'ils avaient annoncé, avec plus 6,7% de croissance organique au niveau du revenu total et plus 7,1% au niveau du chiffre d'affaires opérationnel, en sachant que Edenred, à l'occasion de la publication de son
son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025, a confirmé ses objectifs 2025 compte tenu de l'impact du plafonnement des commissions en Italie et malgré un environnement macroéconomique qui n'est pas simple, qui n'incite pas les entreprises à investir, eh bien on est sur une progression attendue de l'EBITDA de plus 10% en organique et toujours une conversion de l'EBITDA en free cash flow à un taux supérieur à 70%. Voilà, j'étais plus sûr effectivement que ce soit cette date-là et j'étais plus sûr de vous l'avoir indiqué dans la presse, mais je vous le confirme. Donc c'est une histoire de jour au moment où j'enregistre cette vidéo. Le 23 juillet, ça tombe quand? C'est mercredi 23 juillet, il y aura la publication du résultat du premier semestre 2025. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des fortes fluctuations du cours de bourse en fonction de ce qu'ils annoncent. Donc attention, warning sur ce jour-là, l'action elle peut très bien rebondir comme elle peut baisser. Donc c'est sûr qu'il y a, sur les dernières publications, il y a eu des impacts quand même importants au niveau d'Edenred. Donc attention à la volatilité due à la publication des résultats. Je vous disais aussi que le plan Beyond est terminé. Alors, en tout cas, il est terminé. Il était prévu sur 2022-2025. Il a porté ses fruits, le plan stratégique Beyond. Et donc là, forcément, ils doivent présenter un nouveau plan stratégique. On a déjà la target de revenus. Je vous ai montré tout à l'heure, c'est atteindre 5 milliards d'euros en 2030. Par contre, on ne sait pas comment ils vont le faire. Donc, est-ce qu'ils vont prolonger la stratégie actuelle? Moi, je pense que oui, ça va être une sorte, un rebranding de la stratégie actuelle ou juste une prolongation de la stratégie actuelle parce qu'elle a bien fonctionné. En tout cas, on en saura plus le 4 novembre 2025 avec la journée investisseur. Et comme je vous le disais, l'objectif, on l'a déjà en termes de revenus. Et donc, j'ai calculé, ça représente un CAGR, donc un taux de croissance moyen annuel de plus 9,46%. Après, ce taux-là, ils ne vont pas le faire juste en organique. Ils vont aussi continuer à racheter des entreprises. Donc, ça va permettre de soutenir la croissance pour pouvoir atteindre et franchir ce cap de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030. Allez, regardons un peu plus en détail la rémunération des actionnaires. On en a parlé, mais je vous ai mis des courbes un peu plus longues au niveau de l'historique. On va regarder tout ce qui est dividendes. On va reparler rapidement du rachat d'actions. Donc, regardez l'évolution. Là, je vous ai fait ce tableau-là sur l'évolution du dividende brut d'Edenred de 2010. Donc, année de l'IPO, de l'introduction en bourse jusqu'à 2024. Alors là, ce n'est pas les dates de versement, c'est les dates d'exercice. Ça veut dire qu'à chaque fois, ça a été versé l'année suivante. Mais vous voyez, ça a commencé avec du 50 centimes d'euros en 2010. Il y a eu une belle croissance très forte en 2011-2012. Après, très faible progression, stagnant et chute en 2016. Ça a été un exercice compliqué 2016 déjà à cause de l'Amérique latine à l'époque. Après, gros rebond. Et puis, il y a eu la pandémie, donc le dividende a été abaissé. Mais depuis ce moment-là, on est sur une très forte croissance à nouveau du dividende, encore plus forte que ce qu'on a connu auparavant. Donc on est sur une tendance haussière à long terme au niveau d'Edenred, mais c'est sûr que c'est pas une aristocrate du dividende, c'est pas une boîte qui maintient absolument son dividende au même niveau que l'année dernière, même si là leur objectif c'est d'arriver à avoir un dividende croissant année après année parce qu'il doit suivre normalement l'évolution du bénéfice net par action et ils font ce qu'il faut pour essayer de le faire évoluer dans le bon sens. Le dividende, pour moi, il reste quand même assez sécure. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, progression de plus 10% l'année dernière, 1,21€, sachant que le BPA 2024, donc le bénéfice par action 2024, donc vous prenez le bénéfice, vous le divisez par le nombre d'actions, ça donne 2,001€. En croissance de plus 99% parce qu'il y avait eu un petit problème en 2023 qui était conjoncturel. Donc là, ça a doublé. Donc, ce n'est pas très important de retenir ce plus 99%. Ce qu'il faut regarder, c'est juste le BPA à 2,01. Je vous ai mis également le free cash flow par action 2024 parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le dividende se paye avec du cash et se paye avec le free cash flow. Donc, c'est ça qui est important. Vous pouvez faire un très gros résultat net, mais si vous n'avez pas de cash, vous allez avoir des problèmes pour verser votre dividende. Il était stable en 2024, ce free cash flow par action, avec 4,15€. Donc si on regarde le payout ratio sur le résultat net, on arrive à 60% de payout ratio, mais si on regarde le vrai payout ratio important qui est le payout ratio sur le free cash flow, on est sur 29,16%, donc moins de 30% du free cash flow qui est reversé aux actionnaires pour le dividende, parce qu'il y a du free cash flow qui est reversé pour le rachat d'actions, et donc ça donne un rendement du dividende sur le cours actuel d'Edenred au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le cours de clôture du vendredi 18 juillet 2025 qui était de 26,24€, ça donne un rendement de dividende de 4,61%. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, on peut s'attendre à avoir quand même un dividende qui augmente, allez, on peut espérer au moins 10% sur l'année prochaine, donc en 2026 par rapport à l'exercice 2025. Donc, on pourrait être au cours actuel sur un rendement sur dividende de 5%.
Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des rachats d'actions. Par contre, je vous avais pas mis ce graphique-là, donc j'ai interrompu l'enregistrement de la vidéo pour pouvoir rajouter ce graphe. En fait, c'est le nombre d'actions qui composent le capital de la société Edenred. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que oui, ils font des rachats d'actions là depuis 2023. Le nombre d'actions a baissé d'à peu près 9 millions là si on regarde sur le graphe entre 2023 et maintenant. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que depuis 2015, le nombre d'actions avait quand même pas mal augmenté. Alors quand on dit pas mal, attention, le graphique au niveau de l'échelle, il est fait de telle manière que là, on croirait qu'il y a un doublement ou un triplement des actions. Mais vous voyez, on est passé de globalement de 125 millions, 227, 228 millions d'actions. Si je regarde le graphe, c'est du à peu près, hein, jusqu'à 248, 249. Mais il n'empêche que ce nombre d'actions a été créé, donc ça a dilué les actionnaires existants. Alors, ça a été créé pourquoi ce nombre d'actions? Je pense que 99,99% de l'explication, c'est les plans d'actionnariat salarié. Alors, vous savez que moi, je suis très positif là-dessus. J'aime beaucoup des boîtes qui font des plans d'actionnariat salarié parce que plus il y a de salariés qui sont présents au capital de l'entreprise, plus ils sont skin in the game, hein, comme on dit. Hein. Ils sont non seulement salariés, mais en plus, ils ont des actions, donc ils ont intérêt à ce que le cours de bourse monte, à ce que l'entreprise crache des bons résultats pour avoir des dividendes qui sont intéressants. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que j'aime pas quand cette création d'actions se fait sur le dos des actionnaires existants. Et j'aimerais bien que Edenred, à l'avenir, s'inspire quand même de certaines sociétés que j'ai dans mon portefeuille où quand ils font des plans d'action salariés, eh bien, ils rachètent tout de suite pour le même montant sur le marché ce nombre d'actions qu'ils ont mis à dispo de leurs salariés, histoire qu'il n'y ait pas de dilution et que ça se fasse à capital constant. Voilà, donc là on voit donc la diminution du nombre d'actions depuis 2 ans, mais il n'empêche qu'on est encore assez loin du nombre d'actions qui composaient le capital d'Edenred en 2015 ou en 2016. Voilà, donc c'est quand même à relativiser le plan de rachat d'actions d'Edenred, même si là, depuis 2 ans, ça va quand même dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au niveau d'Edenred? Déjà, j'ai procédé en 2 fois. J'ai profité de la chute de l'action Edenred. C'est le 20 juin. Le 20 juin, donc il y a à peu près, il y a un mois, quasiment pile un mois par rapport au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai acheté 200 actions. Voilà, j'ai passé 4-5 ordres dans la journée. Et pour monter à 200 actions, j'étais à 0 au niveau d'Edenred. C'est une nouvelle position que j'ai dans mon portefeuille. Et quelques jours plus tard, le 23 juin, j'ai racheté 50 actions supplémentaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 250 actions sur mon PEA, 250 actions Edenred. J'ai un prix de revient unitaire qui, à date, est très intéressant parce que je l'ai acheté quasiment au plus bas. Parce que là, vous voyez, j'ai un PRU de 23,99 €. Pour le coup, j'ai profité de la baisse, mais elle aurait très bien pu baisser encore bien plus bas, cette action Edenred. Et là, aujourd'hui, je suis content de mon PRU, mais si ça se trouve, dans 2 mois, si jamais il y a un problème à nouveau réglementaire, si ça ne se résout pas bien au niveau du Brésil ou au niveau de la France, eh ben, peut-être que je dirais merde, mon PRU, il n'est pas fou. Mais aujourd'hui, j'ai un bon PRU en dessous de 24 €. Ça représente un investissement initial de 6 000 €, 5 999 pour être précis. Et donc, le rendement net sur PRU par rapport au dividende qui a été versé en 2025, c'est de 5,04%. Voilà, si je prends ça comme point de référence. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est un rendement fictif, c'est 5,04%, parce que le dividende a été détaché et payé donc avant que je fasse l'acquisition des actions Edenred. Donc cette année, j'ai rien touché de la part d'Edenred, mais si je me projette l'année prochaine, dans le pire des cas, si jamais il y avait un dividende qui était ne serait-ce que stable, eh bien je serais à 5,04%. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'anticipe une hausse de 10%. Donc normalement, l'année prochaine, si jamais j'ai raison, ça me fera un rendement de 5,5% sur une société qui est en croissance et que je juge assez solide, même s'il y a quelques vents contraires. Après, je pensais que l'action allait continuer à baisser, mais il y a eu la news sur le projet de loi du gouvernement peu de jours après. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'action a rebondi. On va le voir juste après. Après, elle n'a pas rebondi très haut non plus, mais je n'ai pas pu faire les renforts supplémentaires que je voulais faire. Vous savez, je rentre toujours en plusieurs fois sur une action justement pour essayer de lisser les problèmes de volatilité au niveau du cours. Et donc, mon objectif réel, c'est que Edenred soit dans mon portefeuille à un poids
et ce poids-là, il sera représenté par un nombre d'actions qui va de 400 à 500 actions. Voilà, idéalement 500 actions, et là après je serai bien, je vais pas non plus... Alors, je sais que pour certains qui ont des petits portefeuilles, et je suis passé par là, donc je comprends, quand je cite déjà ces chiffres-là, 6 000 euros pour certains, c'est énorme, et là 500 actions, bah, ça veut dire 12 000 balles dessus, si jamais je rachète au même PRU, c'est très important, mais moi au niveau de mon portefeuille, c'est un pourcentage qui est très correct, en fait c'est un montant qui est très correct, parce que je veux pas qu'Edenred pèse trop, parce que il y a quand même une forme de pari au niveau d'Edenred par rapport au risque que j'ai soulevé dans cette vidéo. Si jamais, je pense qu'ils vont pas se manifester, mais si jamais ils se manifestent, et ça peut prendre cher encore au niveau de l'action Edenred. Donc là, aujourd'hui, si j'atteins les 500 actions, je serai bien positionné, je ne prends pas trop de risques par rapport à mes autres lignes, et en même temps, si jamais ça se passe bien comme je pense que ça va se passer, eh bien c'est quand même assez conséquent pour que je puisse le ressentir dans mon portefeuille et en bénéficier notamment au niveau du dividende et puis de l'augmentation de la valeur de ma ligne Edenred. Vous le savez maintenant, depuis quelques temps, je fais des projections au niveau du dividende. En fait, je l'ai toujours fait, mais je ne le faisais pas forcément au niveau des vidéos. Donc là, j'ai décidé de partager ça avec vous dorénavant. Je fais des projections sur ce que devrait être ma rémunération en tant qu'actionnaire dans quelques années pour cette boîte. Et ça fait partie de mes critères de choix d'ailleurs, pour choisir si jamais je rentre sur une boîte ou pas. Donc il y a le côté croissance du dividende pour certaines boîtes qui rentrent vraiment en ligne de compte me concernant. Donc le dividende 2024, c'était 1,21 €. Là, j'ai fait un scénario middle, voilà, un scénario moyen. Donc si jamais le bénéfice par action progresse de 8% par an de l'exercice 2025 jusqu'à l'exercice 2030. Alors, je vous ai mis le bénéfice par action, mais je suis parti du principe que le free cash flow allait suivre la même croissance et que le dividende progresse aussi de 8% par an, en ligne avec le bénéfice par action. Eh bien, le dividende 2030 qui sera versé en 2031. Donc là, je suis parti sur 2031 parce que le plan stratégique va aller de 2025 à 2030. Donc les résultats de 2030, on les aura en 2031. Eh bien, ce dividende qui sera versé en 2031 pourrait être d'1,92 €. Comme j'ai un PRU de 24 €, ça me ferait en 2031... ça va aller vite, hein, c'est dans 6 ans, 8% de rendement sur mon PRU. Et je vous ai calculé, si jamais l'action Edenred vous intéresse suite à cette vidéo et que vous faites vos propres recherches, eh bien, j'ai calculé au cours actuel de 26,24 €. En 2031, ce serait 7,31% de rendement sur PRU. Donc c'est pas dégueulasse, ça peut être pas mal pour une société en croissance, avec en plus, je l'espère, le double impact positif, le double effet qui se coule de la revalorisation de l'action Edenred. Et je vous ai fait une projection haute. Donc la projection haute, ce serait donc mon scénario positif, un bénéfice par action en progression de 12% par an, ce qui n'est pas infaisable compte tenu de la croissance organique plus des acquisitions que Edenred est en mesure de faire. Progression ISO du dividende, donc 12% par an. Et donc le dividende versé en 2031 au titre de l'exercice 2030, à ce compte-là, dans ce scénario, serait de 2,38 €. Par rapport à mon PRU de 23,99 €, ça me donnerait quasiment 10% de rendement sur PRU. Et au cours actuel, donc de 26,24 € au moment où j'enregistre cette vidéo, le rendement sur le prêt de revient unitaire en 2031 pourrait être de un peu plus de 9,07%. Donc voilà, c'est plutôt pas dégueulasse par rapport à ce qu'on vient de se dire à l'instant sur Edenred. Maintenant, si on regarde l'historique du cours de bourse depuis son introduction en bourse, on voit qu'il y a eu, alors il y a une période qui n'était pas dingue, mais en même temps on sortait de 2008-2009, de la crise financière, ça a été introduit en 2010 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a quand même eu de la progression sur ces années-là et ça a rebaissé en 2016 comme je vous l'ai dit, année compliquée notamment à cause de l'Amérique latine. Vous voyez, ça avait même chuté sous le cours d'introduction à 14,06 € en février 2016, mais depuis l'ascension avait bien repris. On voit le creux Covid, elle était au-dessus de 40 €, quasiment à 50, elle était redescendue un petit peu, mais là on voit plus de 60 € en 2023 et par contre depuis c'est la dégringolade, on est revenu sur les niveaux à peu près de 2017-2018 au niveau du cours de l'action Edenred. Et si on regarde depuis un an, depuis un an, on est sur une baisse importante. Vous voyez, plus de 40 € il y a un an, c'est descendu à 24,01 €, donc le 19 juin. Donc ça, c'est le cours de clôture. En journée, elle est descendue plus bas et c'est pour ça que j'ai pu la choper entre le 19 et le 20 juin. D'ailleurs, je vous ai mis le 20 juin, mais ça doit être entre le 19 et le 20 juin que j'ai chopé l'action Edenred en dessous de 24 €. Donc vraiment au plus bas, vous voyez, le minimum de 52 semaines, on est sur 23,92 € au niveau des cours de clôture. Et
le plus haut 42,55. Et sur les 6 derniers mois, on est sur une tendance aussi pareille à la baisse, mais je vous ai mis ce screenshot là juste pour vous montrer que depuis les plus bas du 19-20 juin, il y a eu un rebond qui est de 9,29%. Donc l'action, elle est quand même volatile. Je vous l'ai dit, il y a les résultats semestriels dans quelques jours. Et donc, à voir ce que ça va donner. S'ils sont très bons, peut-être que ça va relancer l'action, mais il y a quand même cette chape de plomb réglementaire qui pèse sur Edenred. Et par contre, si c'est un peu décalé, s'il y a un peu moins de croissance que prévu, attention, ça peut tabasser sur l'action Edenred. Et à ce compte-là, si ça tabasse en fonction des résultats et de la tronche des résultats, j'en profiterai justement pour acheter les 250 actions qui me manquent pour avoir ma position qui va bien de 500 actions dans Edenred. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'hab, je compte sur vous pour partager cette vidéo, pour mettre un maximum de likes, pour commenter aussi. Écrivez-moi en dessous dans la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez d'Edenred. Peut-être que vous avez d'autres idées d'action. N'hésitez pas. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil d'investissement, que je fais que donner mon avis sur ce que je pense et sur mes achats. Et donc, du coup, il vous appartient de faire vos propres recherches avant de décider d'acheter une action ou pas. Et n'oubliez pas les risques que j'ai soulignés au niveau de l'action Edenred. Merci encore et à très bientôt sur Investir dans les dividendes. Ciao!